Pourquoi ce thème? Le rêve, clé de l'identité. Parce que nos rêves, ce sont des symboles, que tout le monde cherche à les comprendre, à les décoder ou à les retenir. Mais on n'a pas vraiment de repères, à part quelques ouvrages qui en plus se contredisent. Souvent, on ne se souvient pas de ses rêves, alors que nous rêvons 2 heures par nuit, toutes les nuits, toute la nuit. Mais vous avez déjà hâte de l'entendre, alors je ne vais pas m'attarder en explication, j'expliquerai tout à l'heure. Il attend juste là derrière le rideau. Il vient nous parler du rêve en nous offrant une méthode simple et inédite pour travailler dessus. Je vous demande de l'accueillir comme il se doit, Monsieur Georges Colleuil. Je fais souvent ce rêve, étrange et pénétrant, d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois pas tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et même, il me comprend. Est-elle blonde, brune ou rousse? Je l'ignore. Son nom? Je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues. Et pour sa douce, tendre et chère voix, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, Georges Colleuil. On va s'asseoir? Hop. Là, je vais être obligée quand même de lire parce qu'il a un cursus comme ça. Ah oui, non, mais là, je ne pouvais pas tout retenir quand même. C'était pas possible. Alors, bonsoir, Georges. Merci d'avoir répondu à notre appel, en fait, pour venir parler de ce thème. Vous vous intéressez au langage symbolique depuis toujours. Vous êtes diplômé en psychologie, philosophie et sciences humaines, mais aussi linguiste, licencié des sciences du langage de l'université de Sophia Antipolis. Vous avez enseigné les lettres et la philosophie à Nice de 1980 à 1994, puis exercé la profession de psychothérapeute pendant une quinzaine d'années. Vous avez écrit 8 ouvrages majeurs sur la fonction thérapeutique des symboles, notamment Tarot l'Enchanteur, qui fait autorité dans ce domaine. Vous avez mis au point des outils originaux comme le référentiel de naissance, dont nous allons parler un petit peu tout à l'heure, mais aussi le révérentiel de naissance. Alors là, ce mot-là, j'arrive jamais à le dire. L'onomasophie. Ou le mythogramme, pour accompagner des milliers de personnes dans leur processus d'auto-guérison et de connaissance de soi. À travers les mythes. Ce soir, nous allons nous plonger dans le monde du symbole que vous affectionnez tant, celui des rêves. Je rappelle que cette conférence est interactive, alors n'hésitez pas à lever la main. Ah, voilà, ici, la petite toile est là, la petite pouce. Là, voilà, tu as un micro, en fait, pour les gens dans la salle. Alors, n'hésitez pas à lever la main, au cas où, s'il y a quelque chose sur lequel vous voulez rebondir. Nous allons faire une petite entracte, en fait, d'1 quart d'heure. Et après, on reprendra. Donc, il y a la conférence, un mélange de questions que je vais pouvoir poser et en même temps, donc Georges va faire sa conférence. Si vous voulez interagir, allez-y. Interagir, oui, surtout dans la deuxième partie. Parce que là, c'est vrai que vous allez voir, vous n'avez pas besoin d'interagir, c'est très bien expliqué. Une chose aussi, n'oubliez pas d'éteindre vos portables à la sortie, ou plutôt maintenant, et de les rallumer à la sortie. C'est pas grave. Voilà, donc on va commencer. Alors moi, Georges, par contre, j'ai une première question. Il y a déjà beaucoup d'ouvrages qui traitent de l'interprétation des rêves. Qu'est-ce qui vous a engagé d'aller sur ce chemin, sur l'interprétation? Eh bien, précisément, de faire un travail qui ne traite pas de l'interprétation des rêves. En fait, l'objet de cette recherche, c'est pas tant d'interpréter ou de donner un sens aux rêves qui traversent nos nuits, mais plutôt à se demander qu'est-ce qu'on peut faire avec.
je vais être un petit peu pragmatique. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec les rêves? Du fait que c'est un trésor extraordinaire que nous possédons, c'est notre plus gros capital. Et ce gros capital, malheureusement, on l'a mis à la caisse d'épargne. Et comme vous le savez, la caisse d'épargne, ça ne rapporte pas grand-chose. Donc je propose à ce que cet immense capital que représente le monde onirique, eh bien on investisse, et on l'investisse dans des actions, comment on peut dire, dans du solide en quelque sorte. Et les actions les plus intéressantes à investir dans cet étrange travail, c'est peut-être précisément dans la créativité. Pourquoi un immense capital? Eh bien parce que il faut bien se dire et s'imaginer que nous rêvons tous, vous le savez probablement, enfin presque tous. Il peut y avoir quelques cas où on ne rêve pas, mais ce sont des cas presque pathologiques. Non, nous rêvons tous depuis toujours, puisque le bébé rêve, contrairement à ceux qui voudraient nous faire croire que le bébé est un légume, et même le fœtus rêve. Récents travaux nous apporteraient quelques éclairages là-dessus. Nous rêvons en moyenne presque 2 heures par nuit, toutes les nuits. Qu'est-ce qu'il en reste au matin au réveil? Pas grand-chose, vous me l'accorderez. Certains d'entre nous ont la chance de se souvenir de leurs rêves et de les noter, d'en constituer de véritables encyclopédies, mais la plupart d'entre nous avons du mal à retenir ces rêves. Donc on a ici un trésor extraordinaire, une richesse fabuleuse, dont il ne reste au matin presque rien. Si on voulait se constituer une rêvothèque, tiens, comme on a notre discothèque ou notre cinémathèque, dans laquelle on classerait tous les rêves que l'on a fait depuis notre naissance, ou depuis en tout cas 4-5 ans, l'âge auquel on commence à pouvoir raconter ses rêves, eh bien, il faut imaginer qu'une personne d'une 50aine d'années, par exemple, aurait de quoi projeter sur l'écran noir de ses nuits blanches, comme disait le camarade Nougaro, 5 ans non-stop de projection. Vous imaginez? 5 ans non-stop au cinéma, à regarder défiler sur l'écran cette immense série en cinémascope des rêves de notre vie. Donc, première idée, effectivement, une richesse, un trésor, un matériau extraordinaire dont on ne se sert pas énormément. À partir de là, bien sûr, il y a beaucoup de livres sur les rêves et des clés des rêves, des clés des songes. On va vous dire, si tu rêves de temps, ça veut dire qu'il va y avoir une mort autour de toi. Si tu rêves de tel animal, cela signifie telle chose. En fait, on nous a beaucoup éloignés de l'intérêt du sujet en nous faisant avaler ces sornettes. Sornettes dans le sens où, bien évidemment, un même symbole aura un sens dans une culture et aura un sens tout à fait opposé dans une autre. Donc, le fait d'interpréter les rêves en se fondant uniquement sur une clé des songes est un gâchis mémorable. Par contre, le fait de travailler avec ces rêves, d'aller explorer par une méthode, disons, adaptée, le chemin vers lequel le rêve nous conduit, c'est quelque chose d'assez stupéfiant. En fait, nos rêves, ce sont de véritables petits films en court-métrage pour la plupart, parce que, bon, je vous ai dit 2 heures par nuit, c'est un peu long, on va dire 100 minutes. Ce sont des rêves qui durent certains 10 minutes, d'autres 20 minutes. On peut avoir des rêves qui durent jusqu'à 30 minutes. Nous avons aussi des rêves qui durent une demi-seconde. On en parlera peut-être après. Mais la plupart de nos rêves durent 10 minutes, 15 minutes. Voilà, les formats habituels du film télé ou du cinéma. En tout cas, 1h30 complète. Et je me suis souvent dit qu'il y a des cinéastes, des grands cinéastes, qui font des films comme on fait des rêves. Tim Burton, par exemple, Bergman, Tarkovsky, d'autres encore, qui font des films tellement poétiques, tellement oniriques, qui nous emmènent si loin dans leur propre délire. Eh bien, s'il y a des cinéastes qui font des films comme des rêves, nous faisons des rêves comme on fait des films. Alors,
j'ai imaginé cette méthode qui consiste non pas à interpréter le rêve en disant qu'est-ce que ça veut dire ton rêve, mais plutôt à quoi il te sert ton rêve. Comme un peu quand on aime un roman ou quand on aime un film ou une pièce de théâtre, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tu vas voir, tu comprends. Mais à quoi ça te sert? Comment des films que l'on a pu voir qui nous ont transporté de l'enthousiasme, des romans qui ont changé notre vie, des chansons qui nous ont peut-être même accédé à certaines prises de conscience, que le rêve c'est la même chose. Non pas qu'est-ce qu'il veut dire, mais et à quoi il peut me servir. Pourquoi ce personnage est-il venu cette nuit dans mon rêve alors que je ne l'ai pas vu depuis 10 ans, qu'aucun élément de mes journées précédentes n'ont pu me faire penser à lui, etc. Donc, nous sommes partis un petit peu sur cette idée d'interpréter ou de travailler les rêves, genre, on va dire, le masque et la plume, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire critique cinématographique. Car dans un rêve, vous avez un scénario. Ce scénario, il est mis en scène, d'une certaine manière. D'ailleurs, il existe des rêves récurrents, c'est-à-dire un rêve que l'on refait régulièrement, et pas toujours sous la même forme. Donc, nous avons un scénario, nous avons une mise en scène, nous avons des effets spéciaux, oui, souvent dans le rêve, des acteurs, des actrices, et même des animaux qui ont une fonction très, très particulière dans nos rêves, des accessoiristes. Et donc, analyser un rêve, comme on fait une critique cinématographique, c'est déjà une première approche tout à fait originale. Et la deuxième approche tout à fait originale, c'est de se dire, si tu peux le rêver, tu peux le faire. Alors que dans le langage courant, la plupart du temps, l'idée c'est plutôt de dire, rêve-le plutôt que de le faire, ou fais-le plutôt que de le rêver. Eh bien non, si tu peux le rêver, tu peux le faire. C'est-à-dire que le rêve peut être un formidable moyen de transformation intérieure pour nous permettre de traverser nos zones d'ombre, de résoudre nos conflits et de nous mieux connaître. C'est pour ça que si le rêve peut avoir une fonction thérapeutique, bon, j'ai rien inventé, hein. Tonton Sigmund nous en a largement fait le décompte. Si le rêve a une fonction thérapeutique, il a aussi une fonction philosophique, et celle-ci, nous l'avons un petit peu oubliée. Le rêve comme moyen de connaissance de soi, qui nous rapproche de nos parts les plus mystérieuses et les plus inconnues. Ainsi, nous verrons, au cours de cette soirée, si vous le souhaitez, quelques grandes thématiques de rêves, les rêves de véhicules par exemple, les rêves de maison, les rêves d'animaux, les rêves de nourriture, les rêves érotiques, enfin toutes ces sortes de rêves. Oui, enfin, si tu peux le rêver, tu peux le faire, ça marche pour tout, effectivement. Et de voir un peu comment, lorsque ces rêves nous envahissent, comment nous pouvons les traiter pour essayer de les utiliser comme de véritables guides de conscience, comme de véritables chemins de lumière. Ça, vous dites, allô, on m'entend là? D'accord. Vous dites également, oui, je vous cite, celui qui devient maître de ses rêves chemine vers la sagesse. Peut-on vraiment devenir maître de ses rêves? Et si oui, ben comment? Alors, maître de ses rêves, peut-on vraiment devenir maître de ses rêves? Peut-on vraiment devenir sage? Je crois que là, nous sommes dans une quête, plus que d'autre chose. C'est un chemin. C'est-à-dire, je pense souvent à ce grand sage talmudiste qui s'appelait Rabbi Eliezer, qui travaillait dans son école et interprétait les rêves des personnes qui venaient le consulter. Et un jour, une femme arrive, vous allez voir comment on retourne à la question de cette manière-là. Lui, c'est un grand sage, bien sûr. Une femme arrive et lui dit, « Maître, Rabbi, je vais te dire un rêve. Cette nuit, je rêvais que j'étais dans le jardin de ma maison. Il y a une tuile qui est tombée du pommier, elle s'est cassée devant la porte du garage. » Le grand Rabbi Eliezer dit ça. Ça veut dire que tu vas avoir un enfant. Et effectivement, quelque temps après, cette femme tombe enceinte et elle a un enfant. Les années passent, 2-3 années passent. La jeune dame revient rencontrer le maître et lui dit, « Maître, il faut que je te raconte un rêve incroyable. Cette nuit,
j'ai rêvé, figure-toi, j'étais dans mon jardin, il y a une tuile qui est tombée du sommet de la maison et elle s'est cassée devant le pommier. Rabbi Eliezer réfléchit, il dit ça veut dire que tu vas avoir un enfant. Et effectivement, quelques mois après, elle a un deuxième enfant. Et puis, le maître est amené à voyager. Et avant de partir, il confie son école à un de ses meilleurs disciples, et il lui dit, voilà, bon, bah, tu t'occupes de la suite, hein, tu t'occupes de bien gérer l'école. Donc, le maître le disciple prend la direction des affaires, et arrive cette femme. Ah, Rabbi, il n'est pas là, Rabbi Eliezer, mais alors, toi, dis-moi, tu peux m'aider? Ah, moi, bien sûr, moi, grand spécialiste rêve. Alors, je veux te raconter un rêve que j'ai fait cette nuit. J'étais dans mon jardin, il y a une tuile qui est tombée du toit de la maison et s'est cassée devant le pommier, devant la porte du garage. Le grand Rabbi réfléchit et dit, ça veut dire que ton mari va mourir. Et, quelques jours après, son mari meurt, sous le grand drame de cette femme et la joie orgueilleuse du disciple en question. Je savais, j'ai vu. Quelques mois après, Rabbi Eliezer revient, réunion avec ses disciples, et pose la question, alors, tout s'est bien passé, et le jeune disciple, oui, très bien, formidable, tu penses, il est venu cette femme, elle m'a raconté ce rêve, donc il lui raconte, et je lui ai dit que son mari allait mourir, et son mari est mort. Alors, le grand Rabbi Eliezer a regardé son disciple et lui a dit, c'est toi qui l'as fait mourir. Plus grand est le pouvoir, plus haute est la responsabilité. Donc vous voyez, aller vers la maîtrise de ses rêves, c'est pas aller vers la maîtrise de la compréhension et du décodage, c'est aller vers la sagesse et la responsabilité. Ça, c'est dit. Donc vous dites que personne ne peut interpréter nos rêves à notre place, que cela crée des dépendances et des allégeances mentales qui n'ont rien de bon dans nos parcours d'évolution. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? En deux mots, c'est que l'interprétation d'un rêve nous en apprend plus sur celui qui l'interprète que sur celui qui l'a rêvé. Vous pouvez répéter la question. Bah écoutez, si vous voulez pour votre rêve, j'ai toutes les interprétations que vous voulez. Vous voulez une interprétation freudienne? J'ai l'interprétation freudienne. Vous plaît pas? Je vais vous en sortir une jungienne. Puis j'en ai une autre adlérienne. Et puis j'ai une interprétation chamanique aussi. Et puis j'ai une autre interprétation qui serait alors de type X, Y, Z. Je veux dire, autant d'interprétations, autant de théories, autant d'interprétations. C'est ça que j'ai souvent observé finalement, et je suis le premier aussi à en avoir été la victime, que interpréter un rêve nous en apprend plus sur celui qui l'interprète que sur celui qui le rêve. Par contre, amener le rêveur à aller jusqu'au bout de son rêve, à cheminer grâce à son rêve, en explorant les symboles, en goûtant les saveurs, et en arrivant à en extraire en quelque sorte la quintessence, en l'amenant à aller vers une meilleure connaissance de lui. Vers une auto-analyse, surtout, c'est oui, ça. Et de trouver les solutions dans son rêve des problèmes qu'il rencontre dans sa vie. Donner un exemple qui d'ailleurs va bien faire la connexion avec le travail cinématographique. Une jeune femme vient me voir, elle a une trentaine d'années, elle est en thérapie. Bon, à l'époque où je faisais des thérapies. Et elle me raconte ce rêve, elle me dit voilà, je suis avec mon fiancé, on est en train de visiter un site archéologique. Alors, site archéologique, c'est très intéressant parce que souvent, quand il y a des sites archéologiques dans les rêves, ou certaines structures architecturales, très intéressant d'ailleurs le travail sur l'urbanisme et l'architecture dans les rêves, on en redira deux mots. Parce que bien entendu, les sites archéologiques, ça renvoie à notre archéologie personnelle, à notre mémoire, à notre généalogie parfois. Et donc, on est là tous les deux, arrive un car touristique plutôt, et sort de ce car Jean-François. Qui est Jean-François? Jean-François est un copain de l'école primaire. Cette femme, elle a une trentaine d'années, et le Jean-François en question, elle ne l'a pas vu depuis l'âge de 10 ans. Bon, donc, première idée, j'essaye de mettre en pratique une technique que j'appelle le marqueur temporel. Mais avant d'aller sur le marqueur temporel, je vais vous dire tout à l'heure comment ça fonctionne, on fait les antécédents.
Les antécédents, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé hier et avant-hier qui pourrait nous parler de Jean-François. Est-ce que vous en avez entendu parler? Vous avez pensé à lui? Vous l'avez revu? Vous avez revu des photos? Vous vous êtes baladé dans le quartier où vous étiez? Non, rien du tout. Nada, zéro, que dalle, que quoi, pas de banane. Alors, bien sûr, je pose la question, pourquoi est-il venu dans mon rêve? Donc, j'essaye de chercher un petit peu donc les événements de la journée, parce que dans nos rêves, nous avons ce qu'on appelle un effet placebo. L'effet placebo du rêve, c'est que 30% de ce qui a pu être vécu dans la journée peut se retrouver à l'intérieur du rêve. Chez les enfants, beaucoup plus. Chez les adultes, c'est à peu près 30%. C'est-à-dire, vous avez vécu un certain nombre d'événements dans la journée, et vous allez les retrouver dans votre rêve. Mais c'est une toute petite partie. Et puis, très souvent, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est cet élément-là que j'ai eu dans mon rêve, alors qu'il n'est pas plus chargé émotionnellement qu'un autre événement que j'ai vécu dans la journée, qui lui a été très fort émotionnellement? Non, voilà. Je suis allé dans une pâtisserie, j'ai acheté une tarte aux pommes, et rien d'extraordinaire sous le soleil, et la nuit, j'ai rêvé qu'il y avait une tarte aux pommes. Alors, bien évidemment, cette tarte aux pommes, elle va aller me chercher plus loin. Effet placebo pour la question des 30%, puisque on dit souvent que 30% de l'effet thérapeutique d'un médicament est un effet placebo. Et placebo, ça veut dire comment faire pour que le médicament que je vais donner à mon patient se fasse dans un acte, placebo en latin, qui va lui plaire. Placebo, qui va lui plaire. C'est-à-dire dans une relation de confiance, une relation d'accompagnement. Bref, en tout cas, on fait les antécédents, on regarde, rien, on ne trouve rien. Donc, je lui fais faire un travail que j'aimais bien faire à l'époque, c'est-à-dire on récolte toutes les photos de classe de l'époque, pour retrouver le petit Jean-François. Elle était au CM2, quoi, à peu près. Elle n'avait pas vu depuis 20 ans. Donc on cherche, ah c'est lui, là, tiens, voilà, il est là. Alors c'était votre copain? Ah non, pas du tout. Mais vous l'aimiez bien? Oh bon. Mais peut-être que vous ne l'aimiez pas, il n'était pas gentil avec vous? Pas du tout, neutre, archi-neutre, aucune émotion, aucune affection, aucun rejet. Donc là, effectivement, vous vous posez la question. Qu'est-ce que Jean-François est venu faire dans mon rêve 20 ans plus tard? Et c'est en passant par un autre biais que j'appelle le casting onirique. Le casting onirique, c'est quand on analyse, voilà, c'est comme au cinéma, le régisseur, il fait le casting, quels sont les personnages les mieux adaptés pour interpréter le rôle de celui qui va t'aider à résoudre ton conflit. Et bien là, aux surprises, cette jeune femme, figurez-vous, elle avait un gros problème personnel, conflit, c'est-à-dire qu'elle était fiancée, et que son père, jaloux et incestueux, obstinément, faisait une sorte de chantage affectif à sa fille, 30 ans, hein, la nana quand même, hein, et n'acceptait pas, hein, tous les fiancés qu'elle pouvait, les petits copains qu'elle pouvait présenter à son père n'étaient jamais assez bien pour elle. Donc, elle était dans cette situation, un père casanier qui ne voulait jamais bouger. Pour lui, la France était bien assez beau pour faire du tourisme, que ça ne servait à rien d'aller dans un autre pays. Et puis encore, quand on dit la France, c'est-à-dire le petit coin autour de son pavillon de banlieue. Son père, Jean, son fiancé, François. En fait, le rêve est allé fouiller dans les archives une fiche qui puisse le mieux possible imaginer le conflit résolu. Or, la meilleure façon de résoudre le conflit, c'est de réconcilier Jean et François. Mais comme l'inconscient ne travaille pas de la même manière que notre conscient, pour le dire vite, eh bien, on est allé chercher, mais alors dans les archives les plus archaïques, 20 ans plus tôt, un qui s'appelle Jean-François. Mais bien entendu, si on essayait de comprendre le lien d'affection qui existait entre le rêveur, la rêveuse et le petit Jean-François de l'école, ça n'aurait absolument rien donné. C'est en travaillant sur les prénoms, ce qu'il faut toujours faire quand on travaille sur les rêves, qu'on finit par trouver une piste d'éclairage de cette compréhension. Voilà, ben justement, parlez-nous un peu de cette méthode simple et inédite que vous avez mis au point pour justement pouvoir travailler dessus, parce qu'apparemment il faut les noter, mais il faut aussi s'en souvenir, enfin, il y a pas mal de supports pour pouvoir décoder. Pour pouvoir travailler les rêves, premièrement,
il faut s'en souvenir, bien évidemment, parce que sinon... C'est la question qui revient très souvent, ça, que les gens ne oui. s'en souviennent pas, et comment s'en souvenir? Et quand on commence à travailler ses rêves, et qu'on y trouve un intérêt, l'intérêt est quand même de haut niveau. Vous savez qu'on n'imagine pas le nombre de grands créateurs qui ont créé leur œuvre à partir d'un rêve qu'ils ont reçu. Donc les artistes, les créateurs, je sais pas, par exemple, Paul McCartney a écrit Yesterday à la suite d'un rêve. Je sais pas si il se lève le matin avec cette musique dans la tête. Ça nous est arrivé, on se réveille le matin avec une musique dans la tête, on se demande est-ce qu'on l'a entendu la veille, quelqu'un l'a fredonné autour de nous. Et Paul McCartney va tourner autour de lui pour savoir mais c'est quoi cette musique? Et il la fredonne à tout le monde, il a joué au piano, il a fait écouter à sa famille. Non, non, je ne connais pas, on ne connaît pas. Mais si, c'est très connu. Mais si, c'est très connu, dit-il. Personne ne connaît. Il le fait écouter à John Lennon. Alors là, bien sûr, il a sauté sur l'occasion. Hein. John Lennon et Paul McCartney ont écrit une chanson qui s'appelle Yesterday, qui est le plus grand succès médiatique de tous les temps. Mais quand vous pensez que le chanteur Moby, par exemple, le chanteur rock actuel Moby, dans son studio à New York, sur l'endroit où il habite, il a une petite pièce, dans son appartement, une petite pièce avec un studio d'enregistrement, et il se réveille la nuit, et il va dans son studio, sur le clavier, enregistrer ce qu'il a reçu dans ses rêves. Jean Cocteau qui disait « Nous sommes les serviteurs de la nuit ». Nous obéissons à ce que la nuit nous dicte. Même Wagner, Dr Jekyll et Mr Hyde, par exemple, eh bien Stevenson l'a sorti dans un rêve. Niels Bohr, qui a découvert la structure de l'atome, eh bien, en 1920, il a découvert la structure de l'atome en s'imaginant, enfin, pas en s'imaginant, en rêvant qu'il était à cheval, je crois, sur un rayon de lumière, enfin. Et Mendeleïev, qui est un grand physicien russe, physico-chimiste, qui a découvert, pour le dire vite, la valeur des atomes, a eu un rêve qui l'a aidé à faire sa découverte. Donc c'est incroyable tout ce qu'il y a à ressortir de la part de ces rêves. Mais encore, effectivement, donc il y a de l'intérêt, surtout dans la créativité. Et pourquoi? Parce qu'on a une hypothèse de départ qui est que toute souffrance est de la créativité bloquée, et que tout ce qui peut favoriser le retour à la créativité favorise le retour à l'auto-guérison. Donc nous sommes clients hein, de ce cheminement, mais que pour cela, bien évidemment, comment se souvenir de ses rêves? Alors là, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant, des différentes méthodes qui existent, sachant que si vous voulez travailler vos rêves, vous en souvenir, c'est une discipline. C'est une discipline exigeante. C'est comme de faire du yoga ou de faire de la méditation. Voilà, c'est une discipline exigeante parce que ça va vous demander peut-être de changer quelque chose dans votre rapport à votre sommeil. Parce que la question comment faire pour se souvenir de ses rêves suppose une question antérieure, pourquoi on ne se souvient pas de ses rêves? Il n'y a pas une histoire de muscle aussi, c'est-à-dire que c'est un peu comme demander à ce qu'on se souvienne de ses rêves pour pouvoir justement s'en souvenir le lendemain matin. Il y a aussi la fatigue qui fait que on ne s'en souvient pas. Il y a des raisons physiologiques et il y a des raisons psychologiques à l'oubli des rêves. Mais je crois qu'il y a un terme générique déjà, on peut voir, c'est que si tu t'intéresses à tes rêves s'intéresseront à toi. C'est-à-dire que l'attitude intérieure de considérer le rêve comme une vraie richesse, comme un vrai trésor, comme un vrai livre de philosophie, comme un vrai outil de connaissance, le fait d'accorder de l'intérêt à ce qui se passe pendant nos nuits, déclenche les réactions de la part de notre inconscient. Alors, pour ça, il y a une méthode qui est très simple. Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode la plus difficile, c'est la méthode Descartes. Descartes, philosophe rationnel, semble-t-il, puisque c'est lui qui a inventé le cartésianisme. Descartes se faisait réveiller à 3-4 heures du matin par son valet de chambre pour noter ses rêves. Parce que 3-4 heures du matin, c'est un très bon moment pour précisément obtenir le maximum d'images oniriques. On peut avoir peut-être un peu de mal à se réveiller à 4 heures du matin, on y met le réveil. Oui, mettre le réveil, ou alors en laboratoire de parapsychologie ou en laboratoire de psychologie tout simplement. Tout seul, en fait, parce qu'on n'a pas de laboratoire, mais tout seul. On met alors vous avez la théorie du verre d'eau. Du verre d'eau.
Et c'est un grand verre d'eau avant de se coucher. D'accord. Ça veut dire, oui, 4 h du matin, on va avoir envie d'aller. Voilà. D'accord. Vous avez noté Voilà. le verre d'eau. Mais ça peut aussi, on peut aussi tout simplement demander à être réveillé à 4 h du matin. 3-4 h du matin. Ou alors, demander à votre compagne ou à votre compagnon de ne pas dormir et de vous observer pendant que vous dormez. Il va être content. Je pense qu'il va être content. Il faut des Et collaborateurs. quand on est tout seul, on fait comment? On dit au chat, saute-moi dessus. Non, au chat, je dis. Au chat. Tout de suite, les gens. Il y a d'autres techniques pour les célibataires. Alors, c'est la pompe à rêve. La pompe à rêve, pomper, pompon, pompon. Quand on pompe, il finit toujours par sortir quelque chose. Alors, la pompe à rêve, c'est une expérience tout à fait évidente. Vous avez un cahier de rêve. Prenez un cahier de rêve. Un cahier tout neuf, puis de votre plus belle écriture, comme à l'école. Vous écrivez « cahier de rêve ». Ce cahier appartient à... Voilà. Vraiment, mais très... prenant les choses au sérieux. C'est scolaire, quoi, presque. Pardon? On est dans le scolaire. C'est scolaire. Oui, oui. Scolaire, scolastique, escolier, escalade. Enfin. Vous savez que l'école a la même étymologie que l'escalade. Hein. Donc, à l'école, c'est là où on s'élève au-dessus de soi-même. Seulement, le problème avec l'école, c'est qu'on vous oblige à vous élever au-dessus des autres. Mais on peut aussi s'élever au-dessus de soi-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le cahier de rêve. Alors, vous allez me dire, un cahier dans lequel on va noter ses rêves. Oui, mais si on n'en a pas, c'est pas grave, on note quand même. On note, pas de souvenir de rêve. Et tous les matins, on marque la date. Si on n'a pas de rêve, on note pas de souvenir de rêve. Si on a un rêve, bien sûr, on le note avec le titre qu'on lui donne. Alors, idéalement, dans le meilleur des cas, on a un rêve assez riche. Alors, on lui donne un titre. On fait le casting onirique, c'est-à-dire que sur la page, en haut de la page, on note les personnages qui sont venus dans le rêve. Voilà, Jean-François, par exemple. La date du matin, sauf si on est sûr que le rêve s'est fait avant minuit, mais si on n'en est pas sûr, alors on va écrire la date du matin. On note son rêve brut, sur une seule page, sans commentaire. Cache. Et on laisse la page de gauche, par exemple, blanche, parce que c'est un travail, je vous le dis, c'est une discipline, et dans cette page blanche, on va appliquer les grilles de lecture. Le marqueur temporel, la double émotion, le casting onirique, les onirèmes, enfin, toutes ces différentes choses dont je vais vous parler tout à l'heure, les animaux, les maisons, etc. Donc, on note ça comme commentaire. Mais on fait bien la distinction entre ce qu'il y a sur la page de droite, qui est le rêve raconté, au présent. Je suis dans la maison de mon enfance, et pas j'étais dans la maison de mon enfance, parce qu'il y a là une résonance avec la conscience. La date, parce qu'il existe des choses extraordinaires, ce sont ce qu'on appelle la synchronicité des horloges individuelles avec les horloges cosmiques. Un rêve qu'on fait le matin de la fête des mères, ou qu'on fait le jour de Noël, ou que l'on fait le jour de son anniversaire, n'a pas la même portée qu'un rêve fait à une date lambda. Et si on n'a pas de rêve, on note tout simplement pas de rêve. 21 jours, au bout de 21 jours, vous avez 21 pages avec écrit pas de rêve. En principe, à 70%, le 22e jour, vous avez les rêves qui apparaissent. Parce que l'on a créé une sorte de... Comment on peut dire C'est dingue ce cycle avec 21 jours. Ça oui. revient très souvent. On dirait le cycle de lune, en fait. Oui, puis une cure, c'est 21 jours. Ces 21 jours reviennent à chaque fois. Enfin, en tout cas... On est sûr qu'au bout de 21 jours, on a... voilà. C'est la méthode que je propose. Et l'expérience est concluante. Ne me croyez pas, faites l'expérience. Si vous n'avez pas de souvenir de rêve, vous pouvez utiliser la méthode Descartes. Elle est assez difficile parce que, vous savez, si on ne se souvient pas de ses rêves, c'est peut-être pour des raisons physiologiques, parce que le souvenir du rêve, pas le rêve, le souvenir du rêve, il est lié au cycle du sommeil. Donc en fonction de la manière dont votre sommeil est régulé, eh bien, il peut y avoir des perturbations, bon, parce que les rêves apparaissent à un certain moment dans le sommeil, et le sommeil est quelque chose de complexe, hein, très complexe. Donc, le moment où on se réveille est important.
dans toutes les expériences qui sont faites dans les laboratoires où le professeur Michel Jouvet, le grand spécialiste français des rêves, quand même une des plus grandes pointures que nous ayons sur l'Hexagone pour traiter la question des rêves. C'est à la fois un immense scientifique et en même temps aussi un romancier qui a écrit des œuvres poétiques magnifiques. Il a vraiment fait converger les deux notions. Et Michel Jouvet, lui, considère le rêve comme, comment dirais-je, la clé d'identité. C'est-à-dire que le rêve permet, le gardien de l'identité, que les rêves nous permettent de rester liés à nous-mêmes tout au long de notre existence, comme une sorte de fil qui se tisserait de nuit en nuit, de jour en jour. Professeur Jouvet, vraiment. Et c'est ce monsieur, le professeur Jouvet, qui a inventé qui a créé la notion de sommeil paradoxal. Expliquer sommeil paradoxal parce que ce sont des moments dans le sommeil qui sont des moments de sommeil très profonds, parce qu'il y a des cycles, avec des ondes différentes, des ondes alpha, des ondes bêta, bon bref, et que dans les moments de plus grande, de sommeil le plus profond, c'est à ce moment-là qu'il y a les activités psychiques les plus dynamiques, donc sommeil paradoxal. Et donc, dans les laboratoires où on travaille le sommeil, on réveille les gens au moment où ils commencent à rêver, on le sait par certains signaux, des électroencéphalogrammes, enfin des choses comme ça. Et lorsqu'on réveille quelqu'un pendant qu'il est en train de rêver, eh bien, il raconte son rêve exactement comme il se déroule, de manière très, très, très fidèle. À quoi ça sert de travailler ces rêves, Georges, vraiment? À rien. À rien? Super. Tout sportif. Ça sert à rien comme on peut dire qu'une rose, ça sert à rien. C'est-à-dire que c'est un chemin philosophique. Et bien sûr, de dire que la philosophie, ça sert à rien, c'est déjà de la philosophie, on est bien d'accord. Travailler ses rêves, enfin, dans l'idée que j'ai proposée jusqu'à maintenant, je pense que vous avez capté l'idée, c'est d'exploiter une richesse de l'esprit qui constitue une grande partie de notre vie, dont nous ne faisons rien et qui appartient au monde poétique. Vous savez, c'est, je crois, André Breton, le pape du surréaliste, qui disait que la vie véritable réside dans les rêves. Donc, il y a là tout un pan de notre être qui nous a été occulté, qui a été zappé du quotidien. Donc, le fait de rapatrier ces parts-là, ça nous permet de mieux nous réunir à nous-mêmes. C'est une quête d'identité. Quête de sagesse dans le sens de quête d'identité, de se réunifier à soi-même. Donc dans ce sens-là, ça ne sert à rien. Comme Théophile Gautier disait, la chose qui est la plus utile dans une maison, ce sont les latrines, c'est-à-dire les chiottes. Bon. Ça sert, c'est très utile, ça sert très bien. Mais bon, une rose, ça ne sert à rien. Donc c'est un peu ironique quand je dis que ça ne sert à rien, bien entendu. C'est dans le sens où, voilà, nous avons là le plus grand des livres, c'est notre livre à nous. Ce n'est pas un livre écrit par quelqu'un d'autre, c'est un livre écrit par notre être le plus profond. Et lire ce livre, et ensuite le mettre en pratique, dans une créativité personnelle, c'est un chemin vers la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Ça justement, bon, pour le rapport avec la créativité. Voilà, quel est le rapport avec la créativité, le développement avec le rêve? Déjà, la créativité de sa vie. Il ne s'agit pas de dire, voilà, on va devenir un grand artiste, un peintre, un écrivain, etc. Déjà, sa vie est une œuvre d'art, enfin bon, c'est un peu commun de dire ça, mais en même temps, on traverse notre existence avec parfois tellement de difficultés à résoudre nos conflits et à exister en tant que tel. Moi, je me souviens d'un jeune homme qui vivait dans la région de je ne sais plus, Belfort, je crois, enfin, en Alsace, je ne sais plus, enfin, il était le fils d'un pasteur extrêmement connu dans sa petite ville. C'était un homme vraiment notable. Et ce pasteur avait une telle autorité, un tel charisme, que son jeune fils de 20 ans était un peu écrasé par l'autorité de son père. Et écrasé à tel point que il ne faisait rien de sa vie. Il était dans une sorte d'autodévalorisation, constat d'échec de son existence face à l'immense, comment dirais-je, aura de son père, que tout le village adorait, parce que c'était le pasteur, bon, bref.
un matin, peut-être une nuit, Près d'un lac. il me raconte ce rêve. Et il me dit, incroyable. Alors là, Colin, c'était pas possible, le rêve que j'ai fait, c'est incroyable. J'ai rencontré, sur le chemin qui va vers le temple, j'ai rencontré Guillaume Depardieu et David Hallyday. Alors là, oui, c'est ce que j'appelle les VID, Very Important Dream. Hein, quand dans son rêve, on capte une personnalité importante. Hein. En ce moment, il y en a pas mal qui tournent sur les médias, ils tournent aussi dans nos rêves, hein, parfois. Donc, on commence à travailler, hein, essayer de décortiquer. Le but étant pas de comprendre vraiment le sens, mais de savoir qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans ta vie, David Hallyday, Guillaume Depardieu. Et on dit, bon, déjà, Hallyday, c'est quoi le rapport? Déjà, intéressant, parce que vous avez Hallyday, Johnny Hallyday. C'est énorme. C'est une icône. C'est énorme. Depardieu, c'est énorme aussi. Puis, vous avez les fils. Bon, vous regardez quelqu'un comme David Hallyday, qui a un talent immense, mais bien évidemment qui est écrasé par l'ombre gigantesque de qui? Le gars, il est fils de pasteur, culture théologique. Il me dit, sous l'immensité de Goliath. Donc on a David et Goliath. On est, bien entendu, sur un thème biblique qui fait partie de la culture du gars. Sinon, ça n'aurait pas eu un grand intérêt. Il est fils de pasteur, il a baigné là-dedans pendant toute sa vie. Le deuxième, c'est Depardieu. Alors, je lui dis, c'est pareil. Depardieu, c'est Dieu le Père. Depardieu, il le dit. Dieu le Père. Et Guillaume, c'est Dieu le Fils. Et donc, on est en train de regarder ça, c'est-à-dire Guillaume, un gars qui a un talent extraordinaire aussi. Vous voyez le parallèle entre David d'un côté, Hallyday, Guillaume de l'autre côté, Depardieu. Et il me dit finalement, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est David qui l'a emporté sur Goliath. Et dans le Deuxième Testament, enfin, dans l'Évangile, disons, c'est Dieu le Fils qui a remplacé Dieu le Père. Donc, il fait son commentaire. On accompagne un petit peu ce chemin-là. Le gars sort de la séance, une sorte de prise de conscience, mais qui l'a bouleversé de la tête aux pieds, avec frisson sur la peau, qui est une garantie de vraiment prise de conscience pure port. Et il me dit, voilà, finalement, c'est David qui l'a emporté sur Goliath. Et donc, ça lui a donné une sorte de ressort pour pouvoir s'affirmer vis-à-vis de son père et changer quelque chose de capital dans sa vie. Je ne peux pas donner le détail, mais qui a été déterminant pour la suite de son existence. Et nous avons, bon, ça c'est un exemple un peu frappant, sur notre personnage comme ça très médiatique, mais voilà, je ne me souviens plus de la question par contre. Non, je vais demander juste le rapport entre la créativité et le développement, mais c'est bon, après on est parti sur pourquoi ça servait. Créativité de sa vie. À quoi ça servait de travailler sur ses rêves. Maintenant, bon, il y a plein de choses qui ont quand même été exposées. J'aimerais bien qu'on arrive. Voilà, vous parlez aussi de confusion entre le symbole et les signes. J'aimerais qu'on parle de ce truc-là, les symboles, les signes. On peut faire un point sur les différents qui existent entre le symbole, le non-symbole, les fétiches, les indices, les icônes, enfin voilà. Ce dont on a parlé là, en faisant un rapport, un symbole entre, on va dire, David Hallyday ou Guillaume Depardieu, c'est un symbole en fait par leur prénom. Donc, qui nous amène sur autre chose. J'aimerais qu'on commence à parler un peu de ça. Déjà, symbole, on ne va pas faire toute l'analyse parce que c'est un peu long, un petit peu fastidieux. Les symboles, les signes, les indices, les icônes, les archétypes, etc. Par contre, symbole et archétype, symbole, signe et archétype, c'est intéressant. D'abord, un symbole. Vous savez ce que ça veut dire, symbole? Tiens, il y a un tableau, je vais en profiter. Symbole, ça vient d'un mot grec, symbolein, ça s'écrit comme ça, enfin je l'écris simplement, hein. Symbolein, voilà, symbole. Bolein, ça veut dire jeter, syn, ça veut dire ensemble. Donc, syn, vous savez, comme sympathie, synthèse, ensemble, c'est une réunion. Donc, symbole, ça veut dire réunir. Au départ, c'est le sens premier de ce mot. Par exemple, dans la Grèce antique, un billet de théâtre. Vous voyez, on vous a donné un billet d'entrée, je crois. Il y a une souche aussi. Eh bien, ça, dans la Grèce antique, ça s'appelait un symbole, parce que un morceau, c'est toi qui l'as, l'autre morceau, ça reste à la comptabilité. Donc, et les deux ensemble, ça forme une unité. On avait ça aussi, par exemple, tu vas passer 3 jours chez un copain. Vous êtes invité, ou vous invitez quelqu'un 3 jours, pas plus. Hein.
Comme le 4e jour, il faut qu'il travaille. Les 3 jours, non. Il faut bien, on a le droit. Je dis ça un peu, ça a l'air un peu idiot, mais toutes les traditions du monde développent cette idée de l'hospitalité libre pendant 3 jours. Le 4e jour, eh bien, il y a là quand même la prise de conscience de la nécessité de se mettre au boulot. Bref, le gars ou la personne que vous avez invitée s'en va, et au moment où elle s'en va, vous prenez un objet dans la maison, une statuette, vous la cassez en deux. Tu en donnes une partie à ton ami, et tu gardes l'autre partie. Pour se souvenir de notre ancienne amitié. Et peut-être qu'on se retrouvera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, et ah, tu as gardé le morceau, ben moi j'ai l'autre morceau. Et même si ce n'est pas toi qui l'as gardé, c'est peut-être ton fils qui a gardé ce morceau. Et moi, ma fille, elle a gardé l'autre morceau de cette statuette, de cet objet. Et ainsi, on marquait dans l'histoire et dans le temps une ancienne amitié, un ancien serment, même une dette. Les dettes, au départ, les contrats de notaire ou les contrats d'emprunt, par exemple, s'écrivaient sur une feuille de parchemin, on déchirait la feuille en deux. Tu en as une partie, moi j'ai l'autre. Et lorsque les deux parties sont réunies, il y a le contrat que nous avons signé, à l'époque où, bien sûr, les photocopieuses n'existaient pas. Mais c'est cette idée du symbole. Symbole, ça veut dire réunir. Donc, chaque fois que nous sommes avec le symbole, nous sommes avec quelque chose qui est à moitié. Il y a un autre morceau ailleurs. Et le fait de travailler un symbole, ça te fait travailler sur une unité perdue. Le symbole permet de rapatrier une part de nous qui est restée un petit peu en consigne, à la consigne, ou qui est restée un petit peu, je sais pas moi, collée au plafond au moment de l'incarnation. Tandis que le signe, c'est un petit peu différent. Le signe, je te montre quelque chose de moi, tu vois ? Je te montre quelque chose de moi pour te dire quelque chose sur moi. Et quand je te dis quelque chose sur moi, indirectement, je te dis aussi quelque chose sur toi. Là, ce que j'arpore avec voilà, un signe sur moi, une croix chrétienne, ou une étoile de David, ou une main de Fatma, ou le homme, voilà, ou l'œil d'Horus, ou la croix en quai, je te dis quelque chose sur moi, qui te dit quelque chose sur toi. Soit tu es des miens, soit tu n'es pas des miens. Donc, avec le signe, on donne de l'info. Avec le symbole, on se réunit à une part de nous qui nous échappe. C'est pour ça que la même chose peut être à la fois signe et symbole. Une croix chrétienne, ça peut être un signe, dans le sens, voilà, Madonna, elle porte une croix chrétienne, grosse maintenant. C'est plus un niveau de signe, tandis qu'un chrétien, il va porter cette croix à l'intérieur, même à la limite, elle ne se verra pas, mais ça le réunit à la communauté des croyants. Donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que très souvent, je le vois même dans la psychosomatique. Dans tout ce qui concerne la psychosomatique, on va dire, ah oui, ben, telle souffrance, c'est le symbole de tel problème. Non, c'est le signe. C'est le signe. Le signe, c'est le symptôme. Ton eczéma, c'est un signe, c'est pas un symbole. Ton ulcère à l'estomac, c'est un signe. Là, je parle en termes de psychosomatique. C'est un signe, c'est pas un symbole. Parce que par le signe, tu as le symptôme. Par le symbole, ça y est, tu rentres dans le processus de guérison. Et alors là, on va toucher, bien entendu, voilà, la mythologie, on va toucher à l'universel, hein, etc. L'archétype, lui, alors, il est encore en amont. Un archétype, et c'est vraiment quelque chose de passionnant et d'extrêmement intéressant, c'est que l'archétype, il est universel. Il est universel. La croix en quai, c'est symbole, parce que c'est culturel. La croix chrétienne, c'est symbole, parce que c'est culturel. La croix de David, c'est symbole, parce que c'est l'étoile de David, mais disons, la croix gammée, c'est symbole, parce que c'est culturel. Mais la croix, tout simplement, l'alliance de la verticalité et de l'horizontalité, c'est archétype. Pourquoi c'est archétype? Parce que ça appartient à l'univers tout entier. Toutes les cultures du monde ont vécu à la fois le fait de s'ériger verticalement, comme un enfant qui à l'âge de 1 an se lève, verticalité, et lorsqu'il se lève verticalité, son environnement change, il ne voit plus les choses de la même manière. Verticalité, horizontalité. La croix, donc on voit la croix de base, c'est l'archétype, c'est universel. La croix chrétienne, la croix de Lorraine,
etc. C'est un symbole parce que c'est culturel, et la croix de la multiplication, c'est un signe parce que ça a perdu toute sa signification. C'est juste devenu le signe d'une opération. Eh bien, dans les rêves, on va travailler sur le niveau du symbole et sur le niveau de l'archétype. Le niveau du symbole, parce que quand tu rêves d'un cheval, par exemple, le cheval dont tu rêves, il va prendre une connotation différente si, je sais pas, si tu es un grand amoureux des chevaux, si tu fais de l'équitation, si tu es responsable d'un club hippique, bien sûr, ça va avoir un sens. Mais si tu n'as rien à voir avec les chevaux, ça va être travaillé de manière différente. Alors je ne vais pas te dire, tu rêves d'un cheval, donc ça veut dire, deux points, ouvrez les guillemets, à la ligne... Non, je ne peux pas le savoir. Moi j'ai besoin de savoir, c'est quoi ton rapport avec le cheval. Donc, je vais regarder toute la dimension culturelle. Et lorsqu'on aura exploré cette partie culturelle du symbole, on va aller sur l'archétype. Parce que l'archétype du cheval, c'est quelque chose... Le cheval, c'est quelque chose d'universel au niveau de l'archétype. Quand on parle de la plus grande, la meilleure conquête de l'homme, du meilleur ami de l'homme. Et peut-être l'archétype même du moyen de transport. Voilà, bon, l'exemple du cheval, il n'est pas génial. Mais enfin, juste pour dire que lorsqu'on travaille un symbole dans un rêve, on regarde d'abord comment la personne vit ce symbole dans son histoire personnelle et dans sa culture. Et dans sa culture, bien sûr. Et ensuite, on va aller plus loin, on va regarder qu'est-ce qu'il y a d'universel et pourquoi c'est extrêmement passionnant de travailler sur les archétypes. Parce que quand tu travailles sur les archétypes, tu travailles sur l'universel. Et si tu travailles sur l'universel, tu vas vers toutes les civilisations de la Terre. Ça a une fonction humaniste. Tu crées des passerelles. Parce que, bien sûr, moi je sais, il y a quelques années, on a fait un stage sur le tarot de Marrakech. Je vous en montrerai quelques symboles tout à l'heure. Peut-être en parler justement, le rapport entre l'univers du tarot, le tarot de Marrakech oui, aussi, donc, et les rêves, parce qu'on peut apparemment travailler sur ces rêves voilà. avec le tarot. On va donner un exemple tout à l'heure de rêve et de traduction avec le tarot. Et donc, on était allé au Maroc présenter le tarot de Marrakech à des guérisseurs marocains, des chamans, des gnawas, voilà. Et nous, on est allé avec une équipe de psychothérapeutes, psychanalystes occidentaux. Quand ces gens nous ont expliqué comment ils guérissaient, en parfumant les instruments de musique, en appelant les anges sur la terre, je ne vous dis pas que nous, les psys, on avait des yeux gros comme des soucoupes, hein, on les écoutait. Ah, ils sont fous, ces Romains. Mais nous, quand on leur a raconté comment travailler la thérapie en France, avec le transfert, le refoulement, le divan, c'est eux qui nous regardaient comme des dingues. Vous voyez. Donc, au départ, il y a une incompréhension totale. On n'a pas le même symbole. Mais on a tous terminé la soirée ensemble avec ce qu'on appelle le Leila. C'est-à-dire, on a dansé toute la nuit et on a trouvé ce point commun, cette humanité que la musique nous apporte, que la danse nous apporte, que les archétypes nous apportent. Donc vous voyez, travailler les archétypes, c'est un formidable moyen une formidable voie humaniste, on va dire comme ça. Georges, on parlait hier soir des grands rêves, et qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre, ces grands rêves. Et peut-être dire aussi, en fait, ce que c'est un grand rêve en rapport à un rêve qui n'a pas trop de message, on va dire, c'est juste un transitoire. Ah non. Non, là, celui-là, c'est un grand message. Voilà, le grand rêve a un grand message. Maintenant, voilà, c'est Jung. Voilà, c'est Carl Gustav Jung, le psychanalyste suisse, qui a développé l'idée des grands rêves. Les grands rêves, ce sont des rêves à l'intérieur desquels se joue une histoire mythologique. Par exemple, on rêve de Minotaure ou voilà, c'est des animaux mythologiques, justement. Ça a un symbole particulier. Et souvent, dont on n'a aucune idée. On n'a aucune idée. On te raconte le rêve. Toi qui es un peu cultivé, tu l'entends, tu dis, attends, le mec, la nana, elle est en train de me raconter un rêve qui raconte les 12 travaux d'Hercule, ou qui est en train de raconter le vol d'Icare, ou le mythe de la Bhagavad Gita, enfin je ne sais pas. La personne ne connaît pas. Mais dans le rêve, il y a eu une sorte de mise en résonance avec un réservoir universel qui s'appelle l'inconscient collectif. Ces rêves, par exemple, un rêve dans lequel vous traverseriez un château, il y aurait 7 portes à ouvrir. Ça, c'est typique des grands rêves. C'est un rêve initiatique. C'est-à-dire c'est un rêve qui fait référence à quelque chose de mythologique. Quoi, c'est le chiffre 7 qui fait ça ou c'est les portes Oui, aussi? les 7 portes de l'initiation.
Et Jung explique que quand on fait un rêve comme celui-là, c'est que on n'a pas dans notre vie à ce moment-là, on n'a pas les solutions pour résoudre un conflit ou résoudre une crise. Que toutes les solutions habituelles, psychologiques, philosophiques, religieuses, n'offrent aucune clé de résolution de problème. Et que donc, l'inconscient à ce moment-là se relie à un inconscient beaucoup plus large qui englobe l'humanité tout entière et ainsi donne, comment dire ça simplement, donne ainsi le ressort de faire un pas de plus dans sa vie. C'est-à-dire que ces grands rêves, on les fait à des moments charnières de son existence, lorsque on est vraiment dans une phase de renaissance, en quelque sorte. C'est ce que Jung appelle les grands rêves. Les grands rêves, ce sont des rêves avec un contenu mythologique et qui apparaissent à des moments cruciaux de l'existence. Mais les autres rêves ne sont pas des petits rêves. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de petits rêves. C'est-à-dire que le rêve qu'on trouve le plus idiot, le plus simple, « Ah bon, je fais un rêve complètement idiot, de toute façon, c'est juste rêver ce que j'ai vécu hier », souvent, c'est une surcensure du rêve. C'est-à-dire le fait que le rêve nous paraisse idiot est la démonstration que précisément il ne l'est pas. Au contraire, il contient une grande philosophie, un grand enseignement. Il y a aussi les personnages, parce que je vois dans le livre, en fait, vous parlez des personnages qui hantent nos rêves, quelque part, cette symbolique, c'est quoi? Les personnages, c'est-à-dire... Les personnages, il y a tout un passage sur les personnages qui ont les acteurs, on va dire, voilà, de notre film, à l'intérieur de ce rêve. Le rapport, c'est aussi un symbole. Ça, on parlait tout à l'heure de Jean-François par rapport au père. C'est le casting onirique. C'est-à-dire que tu fais ton casting onirique. Tu regardes, tiens, dans ce rêve, il est venu un tel, un tel, un tel. Jamais personne ne vient inopinément dans un rêve. Si quelqu'un vient dans ton rêve, c'est qu'il a quelque chose à te dire. Mais attention. Ça dépend. Hein. Des fois, on peut avoir des rêves un peu bizarres. Il n'a peut-être pas forcément des choses à nous dire. Mais, Vous me contestez? Oui. Oui, tout à fait. Si. Donc, on peut avoir des rêves complètement farfelus, en fait, où on se dit, mais qu'est-ce que, dans le genre, je sais pas, des rêves même sexuels. Ah bah oui, d'un coup, c'est bizarre, ça fait tit dans la salle. Mais ça n'a pas forcément de sens, en fait. C'est-à-dire, le problème, c'est que, vous savez, on disait pendant la Seconde Guerre mondiale, les murs ont des oreilles. Mais dans le rêve, on peut dire que les oreilles ont des murs. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'entend pas le sens qu'il n'y a pas de sens. Et c'est justement là le processus de décortiquer. Parce que le rêve, il envoie une première vague symbolique et une deuxième par-dessus pour camoufler l'adversaire, pour le dire un peu simplement. C'est-à-dire que le personnage que vous avez dans le rêve, alors très souvent vous lirez dans les livres sur les rêves, on rêve toujours de soi dans le rêve. Quel que soit le personnage que tu as dans ton rêve, c'est toi. C'est toi, une partie de toi, ou la partie de toi que tu rejettes, ou la partie de toi que tu aimes bien, etc. Donc, ça c'est quelque chose qu'on entend très souvent. On rêve toujours de soi dans le rêve. Ce à quoi j'ai envie de répondre, pas toujours. Pas toujours. D'abord, je suis l'ennemi des généralités. Souvent, les personnages de nos rêves sont des projections d'une part de nous que l'on nie, que l'on rejette, que l'on refuse, dont on a peur. Ensuite, les personnages qui viennent dans nos rêves sont parfois des personnages masqués. Par exemple, cette nuit, j'ai rêvé de Monique, par exemple. Oui, c'est qui Monique? Monique, c'est ma voisine. Bon, d'accord. Alors on va essayer de comprendre pourquoi tu as rêvé avec ta voisine. Oui, sauf que tu as rêvé de Monique, mais le rêve, il ne te parle pas de cette Monique-là. Il te parle d'une autre Monique, que tu as connue il y a 10 ans, et vis-à-vis de laquelle ta vie a changé. Oui, déjà de dire que les prénoms, c'est très important. Le personnage dont tu as rêvé, essaye de faire une sorte de superposition. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans ta vie qui porte le même prénom que le prénom du rêveur? Et puis on fait un petit peu d'onomasophie, justement. Ça veut dire quoi, Monique? Monique, ça veut dire la solitude. C'est-à-dire que
chaque prénom, donc c'est pour ça c'est très intéressant les personnages, chaque prénom a un sens. Et lorsqu'un enfant vient au monde, comme le dit Waknin, il a un nom qui porte une mémoire, ma famille, mon père, et il a un prénom qui porte un projet. Je veux dire que si tu appelles ton fils Alexandre, c'est que probablement, consciemment ou inconsciemment, tu vas en faire un empereur. Donc, il y a là ce qu'on appelle un peu le projet sens, enfin bon, des choses comme ça, c'est-à-dire que le prénom porte déjà un désir parental. Tiens, tu demanderas à ta maman pourquoi elle t'a appelé comme ça, et toi aussi. Hein, c'est-à-dire que le prénom, entre son dit, oh, c'est par hasard, il n'y a pas de hasard. Enfin oui, il y a un petit peu de hasard quand même, mais disons, ici en tout cas, à travers le choix des prénoms. Donc, les prénoms dans les rêves sont toujours intéressants à décortiquer du point de vue de leur étymologie. Que Monique, ça veut dire seul, que Claude, ça veut dire le boiteux, que Daniel, ça veut dire Dieu a jugé, que, etc., etc. Je ne vais pas vous les faire tous. Où c'est qu'on peut trouver justement ce rapport entre les rêves, entre les prénoms et ce que ça veut dire? Oh, je ne sais pas, il y a quelques ouvrages sur le sujet. Hein. Ah bon? C'est quoi juste la signification des prénoms ou on peut aller Alors, il y a la signification oui. étymologique et il y a l'histoire attachée. Je veux dire, un prénom comme Alexandre, je donnais cet exemple, il y a une histoire attachée, il n'y a pas que le sens. Alexandre, ça veut dire je suis contre les hommes. C'est l'adversaire, un petit peu, hein, Alex, Andros. Bon. Mais en même temps, il y a tout ce que ça va représenter dans notre culture, mais aussi, voilà, il y a eu Alexandrie. Et, bon. Il faut aller à la souche du rêve, en fait, dans le genre du prénom. Donc quand tu travailles le prénom dans les rêves, quand vous travaillez le prénom dans les rêves, travaillez l'étymologie du prénom, vous regardez en profil, c'est-à-dire y a-t-il quelqu'un d'autre qui porte le même prénom et qui pourrait s'être déguisé d'une certaine manière, comme par exemple rêver des cousins. Le cousin, c'est un double de soi-même, parce que c'est le fils ou la fille du frère de mon père, du frère de ma mère, donc dans l'arbre généalogique. C'est intéressant de travailler les rêves en faisant l'arbre généalogique, quand on a des personnages, de regarder quelle est la place qu'occupe ce gars ou cette fille que j'ai vu dans mon rêve, dans mon arbre généalogique. Ça peut être intéressant aussi comme mode d'analyse. Voilà. Il y a aussi les nombres. Apparemment, des nombres qui sont... C'est très important quand on rêve d'un nombre, le 7, le 5, ça c'est quelque chose d'assez marquant. Alors, les rêves de nombres aussi, c'est intéressant parce que ça peut être le rêve de nombre. Vous voyez carrément un nombre, vous voyez un billet de loto avec un numéro, rejouez-le toujours, hein, mais bon, je ne garantis rien. Ou alors une plaque numérologique, ou bien une maison avec un numéro écrit dessus. Bon, ça c'est pour toi, c'est beau. Ça peut être aussi, j'ai vu apparaître 3 voitures, 3 moutons, 3 étoiles. C'est-à-dire le nombre d'objets présents dans le rêve qui peut être pertinent hein, en tant que tel. Alors, quand on est sur les nombres, ou alors quelqu'un qui me dit dans le rêve, il faut que tu attendes 7 jours. Des choses comme ça. 2 manières de travailler avec les nombres, plusieurs manières. D'abord la symbolique des nombres, mais tout le monde ne la connaît pas. Déjà, c'est intéressant, c'est un des premiers langages de l'homme, hein, le nombre. Donc c'est toujours intéressant quand on fait un travail de développement personnel et de connaissance de soi, de travailler un peu sur la symbolique des nombres, car le nombre, c'est le premier langage humain et il est universel. 1, c'est le même étymologie que le verbe être. 2, c'est la même étymologie que toi, tout, you, même étymologie. Et 3, ça veut dire beaucoup, comme en français très. Donc déjà là, vous voyez, hein, il y a du sens. Donc 1 c'est moi, 2 c'est toi, 3 c'est les autres. Et ça y est, on est dedans. On reconnaît l'astrologie, on reconnaît la numérologie, on connaît tout. 1 c'est moi, 2 c'est l'alliance, c'est toi, et 3 c'est les autres. 3e maison, en astrologie, c'est les autres. Mais ça, il faut déjà avoir un peu de connaissance voilà. pour la personne. Par contre, ce que tout le monde peut faire, c'est de travailler sur les dates. Par exemple, si, je ne sais pas, c'est le nombre 15 qui apparaît dans le rêve, d'une manière forte, bon, on n'est pas censé forcément savoir que le 15, c'est l'arcane 15 du tarot, qu'il a tel sens.
même si on ne connaît pas ça, tu peux toujours te dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait il y a 15 ans? Ou qu'est-ce qui s'est passé quand j'avais 15 ans? Et rien que ces deux marqueurs, c'est ce que j'appelle les marqueurs temporels, je vous assure, dans le travail des rêves, c'est de la bombe. Avec ces deux clés-là, vous arrivez à des prises de conscience incroyables. Donc les nombres dans les rêves renvoient à des périodes de la vie, à des âges de la vie, et ce sont donc des pistes d'études tout à fait pertinentes. Le révérentiel, pas le référentiel, le révérentiel. Le révérentiel, c'est le référentiel d'un rêve. Alors, on peut peut-être parler du référentiel. Oui, on ne peut pas parler du révérentiel sans parler du référentiel. Le référentiel de naissance, c'est un petit peu une mise à jour des 14 symboles de notre vie. Donc j'ai créé le référentiel de naissance il y a presque 30 ans aujourd'hui, puisque en 2013 nous allons fêter les 30 ans du référentiel de naissance. C'est une méthode de connaissance de soi, c'est une méthode de sagesse, c'est aussi de thérapie, qui permet de réunir les 14 morceaux de soi qui sont éparpillés aux 14 coins de la Terre. Si vous ne l'avez pas fait, je vous le conseille, c'est génial, franchement, de faire une étude. Oui. Catherine, merci. C'est inspiré de la mythologie d'Isis. Donc, à partir d'un calcul, je n'ai pas le temps d'expliquer ça, mais à partir d'un calcul basé sur la date de naissance, on sort 14 symboles du tarot, qui ont chacune une signification par rapport à des grands moments de notre vie. Par exemple, le projet parental, le passage obligé, notre quête, notre mission, nos ressources, les leçons que l'on a à apprendre de la vie, les défis qu'on en a à relever, etc. Donc, à travers ces 14 pôles, on arrive à faire un formidable travail de philosophie, sans livre de philosophie. Nous sommes face à notre miroir. Eh bien, le référentiel, c'est la même chose, sauf qu'on monte le référentiel de naissance pour le jour où on a fait le rêve. Et ainsi, pour le rêve que tu as fait, si ton rêve, tu l'as fait, je ne sais pas, aujourd'hui, on est quoi, le 11 avril 2012, eh bien, tu vas faire le calcul à partir de cette date-là, et tu vas avoir donc qu'est-ce que le rêve est venu t'enseigner, qu'est-ce que le rêve attend de toi, qu'est-ce que le rêve te suggère comme ressources que tu pourrais exploiter en toi et que tu n'exploites pas, qu'est-ce que le rêve te montre comme chemin à emprunter pour sortir de ta problématique, etc., etc. Donc voilà ce qu'on appelle le révérentiel. Et là, c'est un petit peu pointu, disons, il faut déjà connaître un peu le système. Okay. Ça fait déjà presque 1 heure qu'on discute, ça va vite. Avant de passer peut-être au tarot, justement au tarot de Marrakech, pour pouvoir prendre des exemples, pour pouvoir bien expliquer justement comment on se sert du tarot Marrakech pour pouvoir interpréter ses rêves et s'en servir pour soi. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite pause maintenant ou vous voulez qu'on continue tout de suite? Je m'adresse à la salle. On continue encore un peu ou vous voulez une petite pause de 10 minutes? Une petite pause? Une petite pause et ensuite... On fait 10 minutes de pause et ensuite on attaque. Voilà. Et peut-être on prendra 2 ou 3 rêves. Comme ça, on va pouvoir le faire aussi avec le tarot de